Nous parlons du dilemme que pose le cas de l'Iran et des États-Unis. Allez-y. Eh bien, au cours de notre réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait deux grands dilemmes dans la situation au Moyen-Orient. L'un concernait l'Arabie saoudite et l'autre les États-Unis, avec Trump. Trump est confronté à un dilemme et l'Arabie saoudite est elle aussi confrontée à un autre grand dilemme. Et quelle est la source de ce dilemme? C'est une source commune, Israël. What's the source of the dilemma? It's a common source. It's Israel. So it fits into a general pattern. Et cela s'inscrit dans une tendance générale dont nous parlons depuis des mois. Les Israéliens, eux, ont un plan. Je l'ai déjà dit, Trump n'a pas de plan. Il ne sait même pas ce que signifie le mot plan. Mais les Israéliens ont un plan. Et ils savent ce que signifie ce mot. Ce plan consiste à détruire l'Iran tel qu'il est actuellement constitué, non seulement du point de vue de son régime de gouvernement actuel, mais aussi géographiquement. Remarquez un petit saut. Oui. Le problème pour Israël en ce moment, il me semble, c'est qu'il y a deux pays qui sont militairement puissants par rapport à leur population, la Turquie et l'Iran. Et Israël parle, semble-t-il, de ces deux pays comme de ses ennemis. Mais concernant l'Iran et la manière dont Donald Trump poursuit la guerre, pensez-vous qu'au final, il sera contraint par l'économie, par la réalité du détroit d'Ormuz? La question du marché pétrolier est tellement importante en ce moment. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 3 attaques américaines contre des Iraniens. Ce n'était pas significatif par rapport aux 4 derniers jours. Ce n'était pas aussi important. La nuit dernière, comme je l'ai mentionné, la chaîne israélienne Channel 11 a rapporté qu'une attaque massive contre l'Iran était prévue, mais elle n'a pas eu lieu. Selon vous, que se passe-t-il, compte tenu du marché pétrolier, de l'économie et de la poursuite de la guerre? Eh bien, je pense qu'il y a là ce dilemme fondamental et une lutte de pouvoir dans l'esprit même de Trump. D'un côté, l'économie américaine, les électeurs américains, l'opinion publique américaine, et de l'autre, Israël et le plan d'Israël. Oui, et le plan d'Israël, bien sûr. Israël dispose d'agents d'influence efficaces aux États-Unis. Ça s'appelle le lobby pro-israélien. Ils ont beaucoup de pouvoir. Regardez ce qui s'est passé lors du vote à la Chambre des représentants la semaine dernière. Il y avait 2 dispositions dans le projet de loi sur les dépenses de défense qui, en gros, intègrent l'armée israélienne à l'armée américaine, qui les fusionnent. Et c'est passé. Il n'y a eu aucun débat. Et d'où venaient ces dispositions? Elles ont toutes été rédigées par le lobby pro-israélien et par ses amis. Alors, qui sont les amis du lobby pro-israélien? Eh bien, ce sont des membres du Congrès et des sénateurs américains qui reçoivent de l'argent pour leur campagne. Tout tourne autour de l'argent. Vous demandez, comment peuvent-ils avoir autant de pouvoir? Eh bien, ils ont beaucoup d'argent et ils savent comment le dépenser. Donc, le lobby est très efficace. C'est probablement le lobby le plus puissant des États-Unis, probablement. Et il affecte directement tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est certain. Au passage, une note à ce sujet. Si vous écoutez les interviews de généraux et d'amiraux américains à la retraite, ils ont exposé toutes les options militaires dont Trump dispose. Et ils ont tendance à être très agressifs. Il faut comprendre que les généraux et les amiraux ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais ce sont eux qui donnent les conseils. Et le conseil, c'est que Trump va arriver et demander « Bon, quelles sont mes options sur le plan militaire ?» Trump will come in and say, well, what are my options militarily? And it's very clear when you listen to these retired. Et c'est très clair, quand on écoute ces généraux à la retraite, ces officiers de l'armée américaine, ils ont tout un éventail d'options qui feraient monter très haut l'escalade. Et pas seulement monter l'escalade, mais étendre les choses.
les étendre. Par exemple, c'est certain qu'une partie de l'attaque saoudienne contre les Houthis a été instiguée par les États-Unis. Alors, laissez-moi vous poser une question très intéressante. Vous pensez qu'Israël a eu quelque chose à voir là-dedans? Vous voyez donc le réseau, comment tout ça fonctionne. Et en parlant d'Israël d'ailleurs, et d'immobilier, parce qu'au fond, une grande partie de tout ça n'est qu'une affaire immobilière, une affaire de terre. Vous avez vu ce qui s'est passé hier en Cisjordanie, et c'est le mode opératoire habituel. Les colons, vous avez quoi? 800 000 colons qui se sont installés en Cisjordanie. Ils ne sont pas censés être là, au départ, mais ils y sont. C'est un fait accompli. Ils y sont. Et ce qu'ils font, au minimum, c'est provoquer les habitants palestiniens de Cisjordanie. Et quand ils provoquent, ils appellent toujours les forces de défense israéliennes pour les soutenir. Et les forces de défense israéliennes les soutiennent. Eh bien, hier, il y a eu un petit incident, parce qu'un Palestinien a pris une arme à l'un des soldats israéliens et a tiré sur 2 Israéliens. Donc, 4 Palestiniens ont été abattus lors de la provocation elle-même. Mais il y a eu une suite. Et bien sûr, si vous écoutez les médias occidentaux, il est très difficile de comprendre ce qui se passe réellement, parce que la couverture est volontairement embrouillée et confuse. C'est pas clair. Enfin, si, c'est clair si vous vous asseyez et que vous y réfléchissez, parce que c'est leur mode opératoire habituel. Provoquer, obtenir une réaction. Et là, je n'ai pas vérifié ce matin, mais hier les Israéliens sont passés en alerte terroriste maximale et ont encore davantage saccagé la Cisjordanie. Mais c'est un peu comme à Gaza. Si vous rendez le territoire invivable, plus personne n'y vivra. Et ensuite, vous prenez la terre. Oui. Que pensez-vous de ces gens qui soutiennent encore, en comparant cette guerre au Vietnam ou à d'autres guerres, qu'il est temps maintenant d'intensifier l'escalade et d'envoyer des troupes au sol? Quand on regarde les cibles dans le sud et dans l'ouest de l'Iran, on a le sentiment que l'administration Trump essaie peut-être de faire cela. Mais certaines personnes défendent sérieusement cette idée. Le général Keith Kellogg, par exemple, soutient que c'est le moment d'envoyer des troupes au sol, de prendre peut-être l'île de Karg, puis l'île de Keshm, et de contrôler le détroit d'Ormuz. Que pensez-vous de ces arguments? Pense-t-il vraiment qu'il s'agit seulement de gagner du temps? Ou estime-t-il peut-être que, si l'on envoie des troupes au sol et qu'il y a d'énormes pertes, cela renforcera le soutien à la guerre? Eh bien, là, ce sont essentiellement des crétins militaires qui donnent des conseils. Je vous l'ai déjà dit, quand ils sont interviewés à la télévision, la plupart des hauts gradés américains à la retraite prônent l'engagement total, le genre d'approche du Vietnam ou de l'Afghanistan. Enfin, ils ont un passé. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a pratiquement perdu tous les engagements militaires auxquels on a participé. Alors, pourquoi accorder autant d'attention aux généraux? Ça n'a aucun sens. Ils devraient expliquer pourquoi ils sont si convaincus que ce serait une formalité, ou, comme l'a dit Paul Wolfowitz à propos de l'Irak, une promenade de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous souvenez de la promenade de santé? Et ils en parlent d'ailleurs. J'ai entendu hier un général sur Fox News. Il disait qu'une chose que nous devrions faire, c'est amener les Kurdes d'Irak et de Turquie à s'infiltrer en Iran et à prendre part au combat. Mais des rapports antérieurs indiquaient que les Iraniens l'avaient compris. Ils ont pratiquement neutralisé la capacité des Kurdes à faire grand-chose. Et là, vous avez un général américain qui dit « Oh, il faut y aller » et remettre les Kurdes en mouvement. Puis à la fin, il a ajouté une petite précision. Il a dit « Eh bien, il faudrait obtenir l'accord du gouvernement turc et d'Erdogan avant de faire ça. »
Et ils ne savaient pas si Erdogan l'approuverait. Moi, je peux vous donner la réponse. Pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Mais vous avez toutes ces options militaires. But you have all these military options. That's what they spend all their time thinking of. Ils passent tout leur temps à chercher des moyens d'engager l'armée et de monter dans l'échelle de l'escalade. Et je pense que dans ce cas, c'est une folie. Parce que monter dans l'échelle de l'escalade s'est révélé être un désastre, non seulement dans la situation actuelle, mais aussi lors des interventions passées, des guerres passées des États-Unis, des engagements militaires, peu importe comment on veut les appeler. Ça n'a pas marché. Et réfléchissons-y, Nima, en termes assez simples. Quelle était la situation avant le début de cette guerre de choix, le 28 février? Tous ces problèmes ont été créés par qui? Qui a fermé les détroits? Les États-Unis et Israël ont fermé les détroits. Dans les médias, on présente toujours cela comme si c'était l'Iran qui avait fermé les détroits. Non. S'il n'y avait pas eu cette guerre de choix, les détroits seraient ouverts. Il n'y avait aucun problème dans les détroits avant le début de la guerre. Maintenant, il y en a un. Oui, exactement. Comment voyez-vous la position des pays du Conseil de coopération du Golfe? D'après ce que vous entendez de leur part, personne n'est satisfait de la situation actuelle. Mais ils font partie de la guerre. Aujourd'hui, c'est leur territoire qui est le champ de bataille. Avec le temps, vous savez, il y a eu les attaques contre Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, et si la guerre s'intensifie, cela touchera aussi l'Arabie saoudite et le Qatar. Leur économie est sous une pression énorme à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et maintenant, la mer Rouge revient frapper l'économie saoudienne. De quels moyens disposent-ils? Comment peuvent-ils, d'une manière ou d'une autre, faire évoluer la mentalité à Washington? Ont-ils ce genre d'influence à Washington? Je pense que la réponse à cette question est non. Il n'y a certainement pas d'équivalent au lobby pro-Israël. Si ce sont les deux options, oubliez ça. Le lobby pro-Israël finira par l'emporter. Et il faut se rappeler que les pays du Golfe, eux non plus, je connais, par exemple, le Conseil de coopération du Golfe. C'est une organisation, mais elle n'accomplit pas grand-chose. Ils finissent par se disputer entre eux, et ainsi de suite. Et je le sais parce que, de 2008 à 2014, j'ai siégé au Conseil consultatif financier des Émirats arabes unis. J'en étais membre. J'ai donc une certaine idée de son fonctionnement. Et ces États du Golfe passent la plupart de leur temps à se chamailler entre eux. L'idée qu'il s'agirait d'un ensemble unifié, disons, d'États-nations, n'est pas correcte. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'influence. Et eux aussi sont confrontés à un dilemme. Un dilemme qui est d'une certaine manière le même que celui de Trump. L'économie. Trump veut que l'économie soit florissante, sans être perturbée par des prix élevés du pétrole, des engrais, des céréales, tous ces problèmes-là, mais ce n'est qu'un aspect du dilemme. L'autre aspect, c'est ce qu'Israël veut qu'il fasse. Et c'est exactement l'inverse. Ils veulent qu'il monte l'échelle de l'escalade. Lui, il veut complètement descendre de cette échelle. Mais il est face à un dilemme. Résultat, il n'a pas de plan à lui. Il n'a pas de plan indépendant. C'est pour ça que les choses changent d'un jour à l'autre. Un jour, il est d'un côté du dilemme. Le lendemain, il est de l'autre. Si vous regardez les États du Golfe, ils sont un peu dans la même situation, parce qu'ils veulent que leurs économies continuent de tourner sans être perturbées. Mais ça, c'est d'un côté. Ils veulent donc que les choses s'apaisent. Mais de l'autre, ils subissent des pressions. Et cela vient d'ailleurs largement des États-Unis. Mais indirectement, en coulisses, il y a Israël. On les pousse à faire quoi? À attaquer. Les Koweïtiens attaquaient. Les Émirats arabes unis ont attaqué. Ils ont facilité ces opérations. Alors comment vouloir le beurre et l'argent du beurre? Ils ne le peuvent pas.
can you have your cake and eat it too? They can't. And by the way, the Gulf has big long-term problems. Et d'ailleurs, le Golfe a de gros problèmes à long terme, parce que les dommages collatéraux de cette guerre à long terme vont être considérables. Par exemple, Dubaï et les Émirats arabes unis constituent une grande plateforme logistique. Ils sont très bien situés d'un point de vue logistique. Mais qu'est-ce qui se passe après la guerre? Le risque ne va pas disparaître. Les primes d'assurance non plus. Et les gens vont se demander « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Beaucoup d'activités basées à Dubaï sont en train de partir vers Istanbul. La Turquie paraît bien plus attractive qu'avant. En ce qui me concerne, bien sûr, la Turquie a toujours été attractive. As far as I'm concerned, of course, Turkey's always attractive. Comment voyez-vous l'influence à long terme ou les conséquences de la guerre sur un pays comme les Émirats arabes unis? Vous avez évoqué ce qui se passe aux Émirats, mais avec le temps, quand on voit les difficultés et le fait qu'ils sont si proches d'Israël, nous savons que la différence entre l'Arabie saoudite et les Émirats, c'est que les Émirats sont d'une certaine manière plus proches d'Israël que l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a d'une certaine manière sa propre politique. Et d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné, ils se battent entre eux. Les deux s'affrontent au Yémen, ils s'affrontent en Somalie, en Libye, au Soudan exactement. Au fond, qu'est-ce qui leur arriverait aux Émirats arabes unis à l'issue de cette guerre? Eh bien, je pense que sur le long terme, l'issue sera négative pour les Émirats arabes unis. Très négative. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante. Si vous regardez la croissance aux Émirats arabes unis, en partant de la grande crise financière de 2008 et que vous fixez le PIB par habitant à un indice de 100 en 2008, ce que j'ai fait, puis que vous prolongez jusqu'à la fin de 2025, il a en réalité légèrement baissé. Aux Émirats arabes unis, il a stagné. L'indice est autour de 4,27. Donc si vous avez un indice à 100 en 2008 et qu'il s'agit du PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir d'achat, ce qui neutralise les variations de taux de change entre les pays concernés, vous constatez qu'il glisse légèrement vers le bas. Il n'augmente pas. Quel est l'indice qui a le plus progressé en PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat depuis 2008? C'est l'Iran. L'Iran passe de 100 à 117. L'Arabie saoudite est deuxième. Elle passe de 100 à environ 114. Le Koweït, c'est un désastre total. Il passe de 100 à 67. Le Koweït est pas qu'un peu. Saudi Arabia is number 2. It goes from 100 to about 114. Kuwait is a complete disaster. It goes from 100 to 67. Kuwait, they're big time. Oman goes down. Oman est en baisse. Le chiffre précis, de tête, je ne m'en souviens pas. Oman est en baisse. Le Qatar est en baisse. Ils sont tous dans le négatif, sauf deux. L'Iran est numéro 1 et l'Arabie saoudite est numéro 2. Et voilà encore un élément de désinformation qui circule. Rappelez-vous, tout le monde nous disait que l'économie iranienne s'était effondrée. Eh bien, elle ne s'était pas effondrée. Elle n'avait pas connu une croissance très rapide, mais elle avait progressé plus vite que tous les autres pays, y compris l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Et c'est un autre élément à prendre en compte quand on se demande « Que vont faire les pays du Golfe? Comment vont-ils réagir? Quelles sont les perspectives à long terme? » Et ainsi de suite. Eh bien, même en remontant à la grande crise financière, ce n'était pas ce qu'on nous avait présenté. Et au passage, le Koweït est un pays que je connais un peu, parce que j'ai siégé pendant plusieurs années au Conseil international de la National Bank of Kuwait. J'ai donc une assez bonne idée de leurs problèmes, mais ils sont en réalité plutôt graves. De tous les pays du Golfe, le Koweït est celui qui a le plus gros lot de difficultés économiques. Et maintenant, vous voyez que les États-Unis les ont impliqués clandestinement.
Enfin, ce n'était pas si clandestin. Croyez-moi, les Iraniens savaient exactement ce qui se passait. Pourquoi croyez-vous qu'ils frappent le Koweït si durement? Tout le monde se demande, pourquoi continue-t-il de frapper le Koweït? Pourquoi continue-t-il de frapper le Koweït? Parce que le Koweït les frappe. C'est très intéressant dans toute cette affaire. It's very interesting in this whole thing. The media has the first mover. Les médias ont inversé les rôles entre celui qui agit en premier et celui qui réagit. Celui qui a agi en premier, c'est l'Occident. Celui qui a réagi en second, c'est l'Iran. Et c'était la même chose avec le protocole d'accord, le Memorandum of Understanding. Si vous l'examinez, celui qui s'en est écarté, le premier, avant même qu'il soit signé d'ailleurs, c'était parce que l'une des dispositions du protocole prévoyait qu'Israël cesse ses actions au Liban. Le Liban et le Hezbollah faisaient partie du protocole, et cela relevait d'un cessez-le-feu. Eh bien, le cessez-le-feu n'a jamais existé. Il n'a jamais eu lieu. Au moment même où il signait le protocole, Israël bombardait des cibles civiles dans le sud du Liban. Et aujourd'hui encore, presque tous les jours, les bulldozers israéliens sont là-bas à démolir des habitations, enfin, des maisons. Pensez-vous que cette guerre, je ne sais pas combien de temps elle peut durer, pourrait devenir une guerre sans fin en Asie occidentale, entre l'Iran et les États-Unis? Je vois qu'il y a, disons, différents degrés. Je veux dire, nous sommes en guerre avec l'Iran depuis la Révolution, mais c'est généralement à un niveau assez faible. Nous n'envoyons pas des avions de chasse bombarder des cibles chaque nuit. Donc on passe en quelque sorte d'une guerre froide, ou disons d'un face-à-face, à une guerre ouverte. Et je pense que toute la région restera dans une guerre froide. Ce serait la meilleure issue possible. Et la raison, c'est que, et je crois que nous en avons parlé la dernière fois, si vous regardez les principaux facteurs qu'il faudrait résoudre pour que la guerre froide disparaisse et que la situation soit stable, j'ai estimé la probabilité de tous ces facteurs clés et fait un calcul de probabilité conjointe. Et c'est très largement inférieur à 1% de chance. En fait, selon mon calcul, fait à la louche, c'était 3% de 1%. 3% de 1% de chance que la situation se stabilise dans la région. It was 3% of 1%, 3% of 1%, that things would be settled down in the region. So things are not going to be settled down. Donc les choses ne vont pas se calmer dans la région. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est de savoir jusqu'où la guerre va s'intensifier. Et les États-Unis sont totalement empêtrés là-dedans à cause d'Israël. Il suffit de regarder ce projet de loi adopté par la Chambre des représentants. Il sera probablement adopté par le Sénat et signé par le président. Il intégrera les forces de défense israéliennes à l'armée américaine de manière encore plus poussée et plus explicite qu'elles ne le sont déjà. The Israeli Defense Forces